Pierre Jovanovic, bonjour. L'actualité économique tout d'abord. Alors Trump veut fortement taxer les importations d'acier et d'aluminium. En un mot, il veut mettre en place le programme qu'il avait annoncé lors de sa campagne électorale. Immédiatement, on a eu une levée de bouclier de la part des politiciens, des journalistes, des économistes et même des people, tous les bien-pensants qui sont contre lui. Selon vous, est-ce une bonne chose pour l'économie US? Et devrait-on faire la même chose en Europe alors que la Russie vient d'annoncer vouloir taxer certaines importations des États-Unis? On devrait faire exactement la même chose. Je vais vous donner une information qui est sortie dans la revue de presse de ce lundi, parce on est lundi ici à Lyon. Vous avez à peu près plus 400 000 aux États-Unis, 400 000 personnes qui ont 85 ans ou plus et qui sont encore obligées de travailler, soit pour payer la sécurité sociale ou enfin, les dépenses médicales pour eux ou pour leurs enfants ou leurs femmes. Ça vous montre l'état des États-Unis aujourd'hui. La classe dont vous parlez, qui s'est levée, c'est-à-dire les journalistes, les économistes, les bien-pensants, sont exactement les mêmes partout. Moi, je rappelle simplement que les médias ont été achetés par les banques, par les libéraux, pour nous vendre leur message. Eux, les médias, donc du moins ceux-là, ça ne les dérange pas du tout, effectivement, qu'il y ait, que tous les emplois quittent les États-Unis et que ça aille au Mexique, que ça aille à l'île dominicaine, que ça aille éventuellement même à Haïti ou chose que j'avais vue déjà à l'époque lorsque j'étais aux États-Unis, dans les prisons. Et AT&T, par exemple, avait confié la gestion des appels des clients de la compagnie de téléphone à des prisonniers. Donc, ils leur donnaient leur numéro de carte de crédit, leurs informations personnelles et tout. Donc, ça vous montre que le libéralisme est quelque chose qui, aujourd'hui, doit nous être vendu à tout prix, partout. Et Trump a cassé ce mouvement. Il veut que les emplois reviennent aux États-Unis. Donc il applique effectivement son plan. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont accepté effectivement de ne pas délocaliser au Mexique. Il y en a d'autres qui continuent à le faire. Donc il a réussi, on va dire, à stabiliser, je dis bien stabiliser, le chômage aux États-Unis, mais c'est pas encore gagné pour lui. Ça, c'est sûr. La seule solution aujourd'hui, c'est de revenir effectivement comme on était dans les années 70, où il y avait effectivement des taxes douanières en France, etc., où l'emploi était protégé. Les hauts fourneaux, par exemple, en Lorraine, tout ça a tourné. L'acier qui était produit, il était produit en France. On pouvait fabriquer effectivement c'est embêtant, on pouvait fabriquer des chars, on pouvait fabriquer des wagons et des voitures et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Toute l'industrie française a été détruite, tout a été absolument délocalisé. Et tout ça dans un seul but, en fait, global, qui est l'avidité. C'est-à-dire se mettre le plus d'argent possible dans la poche. On va vendre aux Français, mais on va produire chez les Tunisiens, chez les Marocains. Et en fait, il n'y a pas d'enrichissement, on va dire, il n'y a pas d'échange mutuel. Et ça, c'est gravissime parce qu'on voit que c'est en train de détruire le monde entier. J'ai un ami qui habite au Maroc et il me dit que le Maroc se développe à toute vitesse aujourd'hui grâce à toutes les sociétés françaises qui s'installent justement au Maroc. Ça se développe à une vitesse absolument hallucinante. Donc on voit bien que les libéraux, leur seul objectif en fait, c'est se moquer éperdument de donner des emplois à la communauté, à la communauté locale, parce qu'une entreprise c'est toujours local, avant d'être multinationale ou simplement même nationale. C'est délocaliser, quitte à délocaliser sur la planète Mars, mais prendre l'argent des Français, des Espagnols, des Italiens et ainsi de suite. Et c'est absolument terrible. Et je vais conclure sur ce point-là. Je vais vous donner par exemple quelque chose que j'avais vu il y a à peu près 4-5 ans. C'était une étude qui était faite, alors je me souviens plus si c'est Goldman Sachs ou un think tank dans le même genre très libéral, qui disait par exemple il fallait absolument attaquer l'Italie parce que l'Italie, à 80%, ce sont des entreprises familiales,
hein. L'hôtel, le restaurant, etc. est tenu par maman, papa, les enfants, la sœur, le cousin, enfin bon, bref. Et donc il fallait casser tout ça de manière à ce que tous ces hôtels, tous ces restaurants deviennent des chaînes, hein, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit, on voit déjà apparaître en France. Hein, c'est un exemple que je vous ai déjà donné. Et là, je me rends compte de plus en plus. Là, on est à Lyon. On est au mois de juillet, on est je sais pas, le 9 juillet, je crois. Maintenant, vous n'avez plus des hôtels qui sont typiquement franco-français. Maintenant, c'est du Best Western. Vous avez du Best Western partout. Vous avez du Hilton partout, et ainsi de suite. Ce sont des chaînes. Et l'argent est pompé, en fait, et par des circuits qui sont similaires à ceux de Facebook, de Google, d'Amazon, hein, qui passent par le Luxembourg, etc. Hein, parce que le Luxembourg, une lessiveuse, hein, bien entendu. Hein, je rappelle que le président de l'Europe est un banquier et il vient du Luxembourg, donc c'est une lessiveuse officielle. Donc tout cet argent part de manière à ne pas payer d'impôts. Vous voyez, tout ce qu'ils peuvent faire pour voler l'argent des pays dans lesquels ils sont installés, sans participer aux impôts, sans participer à l'emploi, et ainsi de suite. Et là, ça les rend très heureux. Et c'est ça le libéralisme. Et le libéralisme, in fine, c'est la dictature totale. C'est un fascisme économique, tout simplement. C'est quelque chose de nouveau, hein, dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ça auparavant. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. En France, depuis l'élection de Macron en 2017, est-ce que vous avez l'impression que nous allons dans le bon sens? On nous dit que le nombre de chômeurs diminue avec une croissance de 0,6% environ. Qu'en pensez-vous? Stop. Vous venez de donner un chiffre qui s'appelle 0,6, ouais, d'accord? C'est ce que vous venez de dire. Je vous rappelle simplement qu'il faut une croissance à peu près de 3%, on va dire 2,53, pour qu'il n'y ait plus de licenciements. D'accord? Il faut une croissance qui soit supérieure à 3%, on va dire 4, 5, voire plus, pour que d'un seul coup, il y ait que le chômage baisse de manière significative grâce à la création d'emplois. Bon, vous venez de le dire, 0,6. Quand on a 0,6, toute forme de croissance qui est inférieure à 3 égale chômage permanent continu. Voilà. Ça n'a rien de nouveau. C'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai encore aujourd'hui, et ça sera vrai demain. La politique de Macron est logique, c'est un libéral. Il va détruire la France par toutes ces mesures. Hein. Il va instaurer une forme de capitalisme à l'américaine. C'est un capitalisme sauvage où comment dire, le chômage, en fait, est la clé. C'est-à-dire qu'on fait venir un maximum de travailleurs étrangers de Zululand. Hein, on le voit d'ailleurs, ils arrivent de Libye, du fin fond de l'Afrique, etc. La plupart du temps, ce sont ces pays-là ont même vidé leurs asiles psychiatriques, hein, ce qui vous explique le nombre d'homicides complètement fous. On a encore vu, je ne sais plus quelle nationalité, peu importe, hein, qui a assassiné en pleine rue une dame enceinte et sa fille. Enfin, c'est absolument horrible. Donc ça vous montre bien la logique. Ça permet, si vous voulez, aux Français de ne pas demander d'augmentation, d'avoir peur dans leur position de salariat, parce que du jour au lendemain peut venir un Estonien, peut venir un Lituanien, ils peuvent être remplacés du jour au lendemain. Et c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs interviews, je vous demande simplement de regarder si votre salaire, hein, de regarder votre salaire de 2001, hein, lorsqu'on est passé à l'euro, et de regarder votre salaire maintenant. Hein, et de voir si vous avez augmenté de 50 ou de 70%. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein, ça m'étonnerait même beaucoup si ça augmentait de 20%. Donc ça vous montre bien la logique. Macron va tout vendre. C'est un libéral, c'est un banquier. Il a une logique de banquier. Hein, ne l'oubliez pas. Et remercier Marine Le Pen pour lui avoir donné les pleins pouvoirs. Hein, s'il y a une grande responsable de cette débâcle, c'est bien elle. Alors j'ai fait un article intitulé « Le merveilleux monde de demain » dans lequel je parle du monde tel qu'il semble se dessiner pour nos enfants, à base de voitures autonomes, de drones, de paiements automatiques, de puces RFID, de transhumanisme. Vous qui avez été journaliste informatique, comment percevez-vous les choses? Doit-on avoir peur de ce monde totalement robotisé? Et quelles seront les répercussions sur chacun d'entre nous? Alors, c'est une question pertinente, d'autant plus pertinente que dans la revue de presse de ce matin, j'ai fait un article. Alors, vous savez, moi, je suis toujours un journaliste informatique. Hein, c'est ma formation, c'est ma base, c'est mon socle. C'est ce qui me permet justement de voir des choses que les autres journalistes ne voient pas. C'est la Construction Bank of China qui a inauguré sa première agence bancaire à Shanghai,
où vous avez des robots qui vous accueillent. Alors c'est les robots, hein, c'est ce qu'on voit, le robot gentil, hein, avec une tête humanoïde. Et donc ce robot scanne votre visage, hein, comme tout ce que Facebook met en place en ce moment, tout ce que les aéroports américains et bientôt français vont mettre en place, reconnaissance faciale. Avec la reconnaissance faciale s'ajoute la reconnaissance vocale, d'accord? Donc ces deux empreintes qui donc une fois recoupées, permettent d'avoir une identité à 100%. Et à partir de ce moment-là, le robot a accès à votre compte et vous pouvez faire vos opérations classiques. On n'a plus besoin d'humains, hein, c'est le but du jeu. Le but des banquiers, hein, n'oubliez pas, la France est dirigée par un banquier, l'Europe est dirigée par un banquier. Le but ultime des banquiers, hein, que je fréquente depuis maintenant 35 ans, le but ultime, c'est d'avoir le PDG de la banque, sa secrétaire, et tout le reste, des robots. Voilà, ben, on y arrive. Vous avez posé la question ultime. Imaginez le nombre de banquiers qu'il fallait dans les années, par exemple à l'époque de Zola, quand il a écrit le roman L'Argent, hein, sur le baron de Rothschild et Saccard et ainsi de suite. À l'époque, toutes les opérations arithmétiques, opérations de multiplication, soustraction, division, étaient faites par des aides comptables. Donc on va dire une banque, la puissance d'une banque se mesurait au nombre de comptables et d'aides comptables. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf que la puissance d'une banque est mesurée à sa puissance de calcul informatique, hein. Donc c'est quelque chose que tous vos spectateurs connaissent. Et plus vous avez de puissance de calcul, eh bien plus vous pouvez vous passer d'interaction humaine. Et cette banque, donc la Construction Bank of China, donc pour les clients riches, je précise bien, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir, seuls les riches pour leur placement, auront le droit d'aller dans un petit cabinet où, par vidéoconférence, donc par Skype ou similaire, ils vont pouvoir discuter avec un mec qui se trouve à Pétaouchnok, à Pékin, ou Dieu seul sait où. Donc, plus il y a l'automatisation et plus les relations humaines deviennent distantes. Et si vous regardez bien, il y a une corroboration avec ça, avec la puissance militaire. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, au début de l'arc, hein, où les gens étaient à l'épée ou à l'arc, l'épée vous obligeait, on va dire, à être face à face. Et bien progressivement, avec l'arrivée de la poudre et ainsi de suite, la distance d'affrontement entre deux individus, entre deux nations, se sont éloignées. Hein, on est bien d'accord. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'automatisation globale, un éloignement global, qui fait qu'on rentre dans un monde extrêmement froid, extrêmement glacé, où plus personne, en fait, n'a d'empathie, et on va dans un monde qui va être... qui, je trouve, va être assez effrayant. Et que les musiciens, d'ailleurs, ont très bien illustré. Si vous écoutez la musique aujourd'hui, c'est des trucs techno, électro, je ne sais quoi, où il n'y a plus rien d'analogie, puis plus rien d'humain, en fait. Hein. C'est très intéressant. On va dans une société déshumanisée. Et c'est Jacques Attali qui l'a raconté dans un de ses livres, dans un roman. Je sais parce qu'il m'en a parlé à l'époque où je l'avais interviewé. Il disait qu'on va vers une société dans laquelle il y aura 80% de miséreux, de pauvres. En fait, c'est un retour au Moyen-Âge. Et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. C'est-à-dire qu'on va un retour au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez le seigneur en haut de sa banque, etc., ou en haut du restaurant, de l'hôtel, de la petite PME et ainsi de suite. Et tout le reste, c'est que des gueux et descendants et des manants. Hein. C'est un retour au Moyen-Âge, mais c'est un Moyen-Âge inversé. C'est un Moyen-Âge technologique, on va dire ça comme ça. C'est très intéressant parce que derrière tout ça, eh bien, c'est un chômage global, massif. Hein, c'est évidemment. Regardez par exemple, vous avez à Paris déjà, on le voit bien, vous avez la ligne 14 par exemple, où il n'y a plus du tout de conducteurs de métro. C'est également le cas de la ligne 1. Vous avez dans beaucoup d'aéroports aujourd'hui internationaux où vous n'avez plus du tout de douaniers. Hein, vous arrivez, vous présentez votre passeport à une espèce de borne comme au McDo, et tout se fait à partir de là de manière numérique. On est déjà face à des robots. On a déjà, nous sommes dans une ère où on passe, d'une ère à une autre.
hein. C'est vraiment le grand changement. Un peu comme, vous savez, l'ère industrielle, on est passé du cheval, hein, on est passé de l'ère du cheval animal, hein, au cheval vapeur, hein. Ça a été un grand bouleversement. Et là, ça va être un grand bouleversement, mais ça va être un grand bouleversement dans le sens où l'emploi va devenir quelque chose d'extrêmement rare, où il n'y aura que des esclaves. On va dire ça comme ça, hein. Et on va vers la suppression du liquide. Ne l'oubliez pas, c'est très important ça, très très important, hein. On va vers une société totalement fascisante, où vous aurez 1% de la population et le reste ne seront que des esclaves. Mais vous savez, c'est un peu comme les romans, hein, qui ont été déjà écrits, hein. C'est le meilleur des mondes, hein. Tout le monde va être satisfait en fonction de hein, de son niveau. Mais je ne pense pas que... C'est sûr que là, on quitte l'ère de nos parents qui ont vécu les 30 glorieuses, on va dire, et même avant. Ça, c'est quelque chose de terminé. Aujourd'hui, c'est l'angoisse de trouver du travail, c'est l'angoisse même de trouver un stage, c'est l'angoisse même de trouver ne serait-ce qu'une place dans une école. Regardez, nos enfants, ils obtiennent le bac, ils ne savent même pas, enfin, comme tout le monde a le bac déjà, donc hein, c'est très très intéressant de voir. Effectivement, le chômage, bah, ça va être un chômage massif, global. On va parler des médias, ça nous tient beaucoup à cœur, vous aussi, je le sais. Alors dans la nuit du 3 au 4 juillet dernier, un texte très controversé a été adopté par les députés, celui sur la loi contre la manipulation de l'information. Alors quel est votre sentiment sur cette loi ? N'oubliez jamais que cette loi a été votée justement pour protéger les banquiers, hein, qui ont racheté les médias. D'accord. Donc c'est un blanc-seing, on va dire, pour permettre aux banquiers et aux médias qui leur appartiennent, exemple le journal Le Monde, qui est devenu un vrai torchon, qui appartient au banquier Pigasse, hein, je le rappelle, et de donner la seule parole d'évangile, hein. C'est-à-dire que, sorti de ce qu'il y a dans le monde, vous n'aurez pas le droit, si vous donnez par exemple une réalité, une vérité autre que celle qui est donnée dans le journal ou par le banquier, eh bien tout de suite vous êtes condamnable, hein, et on peut vous mettre en prison, enfin vous allez vous retrouver avec 50 000, 100 000 euros d'amende et je ne sais quoi. C'est un moyen de contrôle de l'information. Goebbels n'a pas fait mieux. Goebbels n'aurait pas pu faire mieux. Nous sommes dans un système devenu totalement fasciste. Il faut bien le voir. Regardez par exemple la censure de TV Liberté, hein. TV Liberté, pourtant, c'était pas une télévision qui est sur satellite, ils étaient que sur YouTube, hein. Ils sont arrivés à 100 000 abonnés. Boum, on leur a coupé la chaîne parce qu'ils sont identitaires et parce qu'ils sont de droite, par définition. Donc aujourd'hui, vous n'avez aucun média qui est anti-européen, et surtout n'oubliez pas, il y a des élections, hein, donc la grande campagne des élections va commencer en janvier 2019, hein, donc c'est bientôt, hein, c'est dans 3-4 mois. Eh bien vous allez voir que tous les autres médias vont être décimés. TV Liberté a vu sa chaîne YouTube coupée exactement le jour où la Coupe du Monde a commencé, donc ça leur permettait de passer sous le radar. De la même façon que tous les jugements contre les banques, quand elles se sont livrées à des escroqueries, à des blanchiments, et c'est le cas aujourd'hui par exemple pour le Crédit Mutuel, hein, je le donne sur quotidien.com ce matin encore, eh bien le jugement a été donné le 3 juillet. Hein, c'est pas innocent. Donc c'est une loi qui est faite spécialement, taillée spécialement pour les banquiers qui possèdent les médias, hein, genre BFM et ainsi de suite, AFP, France 2, enfin France 2 ne fait que de l'AFP. D'ailleurs, je dis à vos spectateurs, bon c'est pas bien nouveau, mais si hier j'ai zappé par exemple entre les infos de TF1 au journal de 20h, TF1, France 2, c'était exactement les mêmes infos au même moment, avec quasiment les mêmes images et les mêmes commentaires. Vous parlez d'une pluralité de l'information. Il n'y a plus d'information, il reste très peu de gens, très peu de gens aujourd'hui qui essayent de faire leur travail. J'en fais partie, vous en faisiez partie, mais hélas, c'est le dernier interview, j'espère que vous continuerez quand même à le faire. Nous sommes très peu nombreux et tous ceux qui font un travail contrariant, on va dire, je ne passe sous un mot créé, hein, de toute pièce, eh bien nous sommes systématiquement attaqués, censurés, enlevés de Wikipédia, enlevés de Facebook et que sais-je, hein. Vous le savez, ma fiche Wikipédia a été enlevée, hein, pour surtout qu'on ne puisse pas voir que je suis écrivain en tout et journaliste. Alors, non mais c'est très grave, c'est très grave. Et j'ajouterai là-dessus,
une autre forme de fascisme, pardonnez-moi, je finis là-dessus. Regardez ce qui s'est passé le vendredi. Le Front National, enfin, Marine Le Pen, on va dire le parti de Marine Le Pen a appris qu'elle ne touchera pas, qu'ils ne toucheront pas leurs 2 millions de participation comme tous les autres partis politiques. Hein, voilà. Et donc Marine Le Pen est passée ce matin chez Bourdin en expliquant que c'était la fin de son parti politique, le FN ou Rassemblement National, peu importe, et qu'elle ne pourra pas payer les salaires du mois d'août. Alors si vous regardez bien, tout ceci, comme la déconnexion du dollar de l'or, hein, c'est le 15 août, hein, voilà. Tout ça est fait pendant l'été, hein, pendant que les gens sont en vacances, de manière à ce qu'elles ne puissent pas réagir et surtout à ce que et là ils veulent clairement détruire, hein, le seul parti d'opposition, on va dire anti-européenne, pour les élections. Ils veulent avoir le champ totalement libre. Totalement libre. Quand je vous parlais tout à l'heure de fascisme, ça va dans tous les sens. On applique ça aux médias, hein, qui s'opposent, même si c'est 0,1% du paysage des médias. On applique ça aux partis politiques. Ils ont attaqué le FN. Cela dit, le FN n'a que ce qu'il mérite, parce que franchement, accumuler de telles bourdes les unes après les autres, sachant qu'ils sont surveillés de très près, hein, aussi bien en France que de l'autre côté, c'était... Enfin bon, passons. Mais on détruit un parti politique. On détruit un parti politique pour lequel je ne sais plus combien 35% de Français ont voté. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc 35% de Français ne pourront plus se reconnaître dans un parti anti-européen. Vous voyez la chose, hein? Donc vous voyez aujourd'hui que l'Europe a pris le contrôle via les banquiers, parce que les banquiers n'ont qu'une seule obsession, et ça Jacques Attali l'a très bien dit dans ses livres, c'est le transhumanisme, mais c'est avant tout le trans des capitaux. Hein, c'est-à-dire le capitaux, on vient, on reprend, on repart, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas fini avec le populisme, ça c'est très clair. Ils n'ont pas fini. On ne peut pas tuer comment dire, la révolte d'un peuple du jour au lendemain. C'est strictement impossible. Louis XIV avait déjà commencé à l'époque à tuer dans l'œuf des manifestations parce que les gens estimaient qu'ils étaient écrasés par les impôts. Ça a peut-être pris du temps, hein, ça a pris la Révolution française, hein, mais ça s'est passé quand même. Alors une autre loi a été présentée, celle-là au Parlement européen, celle sur le copyright, qui imposerait entre autres à tous ceux qui reprennent les articles de presse ou tous ceux qui mettraient des liens vers ces articles de payer une taxe. Cette proposition a été rejetée in extremis. Ce qui est extraordinaire, c'est que les parlementaires français se sont encore distingués, puisque près de 90% d'entre eux ont voté pour ce projet, pendant que les Suédois par exemple le rejetaient à 100%. Est-ce que c'est pour vous un signe fort que notre pays est vraiment malade ? Ben, bien sûr, mais ça vous montre déjà le niveau des députés qui sont là-bas. Et je peux vous dire que ça, c'est une loi qui est taillée spécifiquement pour moi. Enfin, pour des gens comme moi, ou comme vous, qui font des revues de presse. Mais on ne peut pas enlever le droit de citation. Parce que là, vous touchez, si vous voulez, le droit de citation, c'est quelque chose d'acquis, notamment en France, dans tout ce qui touche au livre. Hein, vous avez le droit de citer quelqu'un. Je veux dire, si vous n'avez plus le droit de citer, etc. Mais je ne suis pas surpris, les députés français sont des pleutres, ce sont des vendus. Hein, et vous venez de le dire, ils ont voté à 80... Presque 90%. Y compris les Il faudrait regarder le détail. Ouais, non, parce que c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est rentré dans un fascisme global. Si vous regardez bien notre interview d'il y a 6 ans, si elle n'a pas été censurée ou enlevée, eh bien, vous voyez que l'emprise des banquiers est devenue encore plus forte qu'à l'époque. Parlons pour terminer de votre dernier livre sur Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel livre sur Adolf Hitler ? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, je vais vous faire simple, c'est en découvrant déjà ce rapport dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Le fameux rapport de l'OSS.
Oui, qui lui n'a jamais été publié en français. Hein. Précision, il y a eu des livres sur le sujet, mais c'était pas le rapport de l'OSS tel qu'il a été. Je rappelle que l'OSS c'est l'ancêtre de la CIA et que la CIA fait toujours exactement la même chose aujourd'hui que ce qu'il faisait hier. Et donc dans ce rapport, j'ai beaucoup aimé ce rapport. Un, parce que le journaliste du New York Times qui a interviewé pour la première fois Hitler, en fait, c'était un agent de l'OSS. C'était un espion de la CIA, on va dire ça comme ça. Donc ça vous donne déjà une idée des correspondants. Enfin, bon, il y a toujours eu une sorte de collusion entre les journalistes, l'espionnage, hein, c'est un peu la même chose. Hein, sauf que les autres, les espions, c'est secret, alors que le journaliste, c'est public. Hein, mais les finalités, on va dire, sont les mêmes. C'est acquérir de l'information. Et dans cette interview, la première chose que Hitler dit, enfin, je résume, hein, il parle de la planche à billets du gouvernement allemand de l'époque, on est en 1921 ou 22, et il dit c'est l'utilisation de la planche à billets est criminelle. Et je me suis dit, waouh, je ne savais même pas que Hitler avait parlé de la planche à billets, je ne savais même pas qu'il avait une approche économique, enfin je veux dire monétaire. Hein, parce qu'on nous présente toujours Hitler comme le sanguinaire qui tue les juifs, hein, qui mange les enfants, et ainsi de suite. Hein, mais curieusement, et quand vous regardez bien, vous avez toutes sortes ça je l'ai souvent dit, mais c'est plus que jamais vrai. Si vous regardez sur RMC Découverte, chaque semaine, vous avez 6 émissions. Hein, n'oubliez pas, ça appartient à M. Drahi, hein, un juif hein, qui a renoncé à sa nationalité française pour devenir citoyen israélien qui possède la moitié des médias français. Hein, c'est quelque chose qui me révolte et qui me dégoûte. Mais passons. Vous avez toutes sortes, vous avez 6-7 émissions sur Hitler, ses femmes, son chien, sa cuisine, hein, ses vacances, c'est Martine, hein, c'est Martine en vacances, hein, les nazis et les chiens, les nazis et le match de football, enfin bon, c'est tout et n'importe quoi. Mais jamais, vous n'avez jamais personne n'a expliqué comment est né Hitler. Et là, je suis parti, si vous voulez, dans une quête strictement documentaire, en disant, mais waouh, pourquoi il parle de ça et à un moment donné, bah, j'ai mis, si vous voulez, toute ma culture, de ma revue de presse historique, etc., monétaire, j'ai tout raccroché. D'un seul coup, j'ai vu un autre tableau. J'ai véritablement vu un autre tableau, et j'ai vu que Hitler n'aurait jamais pu prendre le pouvoir sans la présence des planches à billets allemandes, et principalement de la décision de la Banque de France en août j'allais dire 2014, 1914, hein, d'abandonner le Standard Or pour passer en mode planche à billets, monnaie de singe, exactement comme sous John Law. Et plus je me plongeais dans cette période bancaire, monétaire, et plus le tableau devenait d'une clarté, mais absolument extraordinaire. Je veux dire, sans les banquiers fous, Hitler n'aurait jamais pu être élu maire d'un village de 200 habitants. C'est ça qu'il faut voir. C'est la planche à billets qui a amené Hitler au pouvoir. C'est la planche à billets. Et j'étais d'autant plus surpris, c'est que je vous l'ai déjà dit, hein, je considère les écrivains et surtout les musiciens, si vous voulez, comme des prophètes, les prophètes actuels, quoi. Hein. C'est un peu les Jérémie hein, de l'Ancien Testament actuel. Un écrivain allemand avait tout décrit dès 1914. Il avait commencé à écrire en 1910. 1911, c'est Oswald Spengler. Hein, voilà. Et il avait tout montré parce qu'il était fasciné par la botanique et les arbres. Hein, les arbres, comment un arbre croît, il se développe, il donne des fruits, etc. Puis finalement, il finit par mourir, par ne plus donner de fruits, et ainsi de suite. Et comme c'était un historien qui parlait latin, grec, allemand, français, etc., enfin bon, c'était quand même c'était une tête, un seul coup, il a une sorte d'illumination et il a vu que les civilisations, c'était comme un arbre, hein, où il y a comment dire, la croissance. Hein, il y a vraiment l'arbre dans toute sa splendeur et puis qui finit par s'assécher, par mourir. Et en fait, il montre que l'assèchement arrive dès que chaque civilisation commence à tricher, truander sa monnaie. Hein, l'exemple de Rome hein, est explicite. Hein, au début, la pièce romaine en argent, elle était pure à, on va dire,
0,90, presque à 90%. Et à la fin de l'Empire romain, bah, la pièce, la pièce romaine était pure à 10%. Autrement dit, elle était pourrie à 90%. Voilà. Et il montre que toutes les civilisations, il prend 7, 8 ou 9 civilisations, je ne me souviens plus, et il les met en parallèle, et il montre que toutes finissent par se désagréger totalement dès que la monnaie finit par pourrir, et cela amène inévitablement un dictateur. Voilà. Et ce dictateur remet tout ça en place. Et il est mort très peu de temps après l'accession d'Hitler au pouvoir. Et d'ailleurs, il n'était pas du tout pro-nazi. Hein. Il considérait Hitler comme un histrion. Il n'avait pas vu qu'en fait, c'était le dictateur qui allait prendre le pouvoir. Parce que lui-même était quelqu'un de très lettré. C'était un intellectuel, je ne vais pas dire un aristocrate, mais presque. Et à l'époque, tous ces gens regardaient Hitler comme le petit caporal, la sous-merde. Enfin, je veux dire, il y avait une différence de classe sociale. Ils le voyaient comme un histrion, comme un plouc, non éduqué, et ainsi de suite, quoi. Alors que dans le parti nazi, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de s'accaparer les travaux de Spengler, mais Spengler a toujours refusé. Et pourtant, il avait écrit ce qui allait se passer. Et il va se passer la même chose aujourd'hui avec notre civilisation qui fabrique de la fausse monnaie à tire-larigot. Hein, c'est quelque chose de terrible et ce qui va amener inévitablement des dictatures. Mais on est déjà dans des formes de dictature, c'est ce qu'on vient de voir. La fausse monnaie amène des dictatures. Les gens le voient, les gens le sentent, qu'ils ont une monnaie qui tient, qui est bancale. Hein, n'oubliez pas, banqueroute, ça veut dire, bancal, c'est la même racine. Hein, les banquiers étaient assis sur des bancs à Florence, et sur la place, sur la grande place, et quand un banquier faisait faillite, on cassait son banc, en place publique. Le banc était cassé, bancarotta, voilà, banqueroute. C'est très important de comprendre ça. Regardez ce qui se passe par exemple au Venezuela, vous avez une sorte de dictateur fou. Regardez ce qui se passe au Zimbabwe, vous avez des dictatures, des fous furieux, je veux dire, qui ont inondé de fausses monnaies. En Yougoslavie, vous avez Milosevic qui a essayé la dictature mais qui n'a pas réussi, mais qui a quand même fait tourner la planche à billets comme un malade à la vitesse supersonique. Et aujourd'hui, en Europe, ils font tourner la planche à billets. Et eux, ils ont compris, si vous voulez. Les mecs, ils sont quand même pas idiots. Hein, on a quand même des types avec des coefficients intellectuels, je veux dire, ils savent ce qu'ils font. Ils savent pertinemment, ils ont lu Spengler. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, bon, on va prendre le contrôle de tous les médias. On verrouille. On verrouille. C'est ce qu'a fait Sarkozy. C'est ce qu'a fait Sarkozy. Qu'est-ce qui a perdu Marine Le Pen pendant les débats? Le monétaire. Elle ne savait même pas de quoi parler, elle a fait semblant. Mais Macron a juste gratté un peu et paf, elle a explosé en plein vol. Et c'est Marine Le Pen qu'il faut remercier parce que c'est grâce à ce débat pourri où on a vu toute sa paresse, toute son incompétence être mise à jour. Et c'est pour ça que les Français ont voté massivement pour les députés En Marche en disant bon là, pardon, on n'en veut plus, on donne tous les pouvoirs à En Marche. Et aujourd'hui, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Macron fait ce qu'il veut. On a une dictature, en fait, quelque part, et il faut remercier Marine Le Pen. C'est l'ironie de cette histoire, de cette élection présidentielle. C'est extraordinaire. Pierre Jovanovic, merci beaucoup. Merci à vous. On se dit peut-être à très bientôt, on verra. Écoutez, en tout cas, ça a toujours été un plaisir de discuter avec vous et de vous rencontrer. Et vos reportages ont toujours été très pertinents et ont apporté beaucoup à l'époque. N'oubliez pas, à l'époque, lorsque Wall Street a explosé, n'oubliez pas, il y a eu quand même en 2009, 2010, 2011, il y a eu tout un tas de médias qui sont indépendants, qui sont nés, de citoyens indépendants qui sont nés et qui malheureusement ont tous disparu. Il reste très très peu aujourd'hui qui encore ont le courage ou la volonté de continuer à informer les Français. J'en fais partie. Et je remercie tous vos lecteurs ainsi que vous-même pour tout l'espace que vous avez eu la gentillesse de me donner.